Salut, c'est Julien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Posé, le premier épisode de la saison 2, le premier épisode enregistré en dehors de Bruxelles puisqu'aujourd'hui je suis à Spa. Le concept lui n'a pas changé, je me sers de ce podcast comme d'un prétexte pour me poser avec des gens que j'ai rencontrés il y a un certain temps, mais avec qui j'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter en profondeur de leur parcours, de leur passion, de leur talent. Aujourd'hui je me suis invité chez Phil. Phil est artiste, peintre, graffeur. Pour moi, il représente une certaine forme de légende urbaine. J'ai d'abord vu ses traces sur les murs de Bruxelles au début des années 2000. On m'a ensuite raconté qui en était l'auteur. Et c'est bien plus tard que je l'ai rencontré, à mon avis aux alentours de 2010. On s'est croisés à quelques reprises sans vraiment avoir l'occasion de se poser. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Bonsoir Phil, merci de me recevoir. Avec plaisir, Julien. Content de te revoir. Quand est-ce que le dessin ou l'art est rentré dans ta vie ? Je pense que c'est depuis mon plus jeune âge, en fait. Enfin, depuis enfant. J'ai continué à dessiner à l'adolescence, donc étant donné qu'il y a eu des profs qui n'ont pas été super sympas avec moi, à un moment donné, je me suis mis en arrière et j'ai dessiné dans les marges parce que... Donc là, tu étais dans l'enseignement, on va dire, général. L'enseignement général. Et à un moment, tu te décroches et tu te mets au fond de la classe et tu dessines. Il y a eu un décrochage, oui. Il y a eu un moment décisif. C'est un prof de français et latin qui a pris mon classeur, qui m'a dit regardez-moi ce chiffon. Il l'a secoué, il y a toutes les feuilles qui sont tombées par terre. Il m'a dit vous allez maintenant le ramasser devant tout le monde. Je pense que ça a été le divorce avec l'enseignement secondaire parce que l'année suivante j'avais des échecs partout, quoi. C'est là où on commence les transitions, on commence à se demander si on va faire de la science ou des maths ou voilà, et parce que les parents ont envie que leurs enfants soient plutôt avocats, médecins ou autres. Bon, c'était le cas de tes parents ? Oui, c'était le cas. C'était le cas de mes parents. Bon, j'insiste sur le fait que je viens du côté de mon père. Je pense que voilà, ils ont pas mal de fric. Du côté de ma mère, c'est assez modeste. À un moment donné, il y a eu une séparation. Je me suis retrouvé seul avec ma mère. Donc voilà, là, je parle un peu au niveau personnel. Mais je pense que ça fait aussi partie de l'histoire. Et ça a été assez difficile et je pense que ça a été une très grande déception pour elle quand j'ai eu un prof durant cette même période qui était assez sévère mais humainement assez compréhensif, qui a dit je pense que votre fils devrait faire de l'artistique. Voilà, okay, donc elle l'a mal vécu, toi à la limite, toi, c'est ce que t'espérais à ce moment-là, ou c'est venu comme une surprise, tu te doutais pas qu'on allait te conseiller ce chemin ? Je me doutais pas qu'on allait me conseiller ce chemin, vraiment, à vrai dire. Je vais même dire à Saint-Luc, la première année, j'ai eu difficile. J'ai fait l'Institut Saint-Luc, j'ai eu difficile à m'adapter, en fait. C'est devenu une évidence seulement 1 ou 2 ans après. À 11 ans, j'ai été à Heidelberg. J'ai été dans une école internationale, donc en allemand, donc c'est une école d'État. Ça ressemblait plutôt à une école qu'on voyait dans les séries américaines dans les années 80, donc t'avais ton casier, c'était assez la bibliothèque dans l'école, la piscine, le gymnase, et il y avait des bases américaines, donc il y avait des mecs qui jouaient au baseball et qui breakaient et qui faisait du tag. Donc j'ai un peu et en fait ça c'était donc c'était un peu un petit bout d'Amérique en Europe. Oui, on peut dire ça. On peut dire que j'ai vécu une année d'enfance qui était vraiment magnifique au niveau scolaire et là on est genre quelle année plus ou moins 85 83, 84. Okay. Donc en 83 c'est quand même l'émergence du break, donc on pourrait se dire que quand le hip-hop au sens large, où les disciplines du hip-hop sont arrivées en Europe, toi, tu as tout de suite été en contact avec ça via cette école, justement. J'étais en contact avec ça à 11 ans. C'est pas que j'étais en contact tout de suite, j'ai commencé... Non, t'as vu de loin, quoi. J'ai vu de loin, et puis en fait, dans ma classe, il y avait... ce que je trouvais... Enfin bon, moi je le vois peut-être avec romantisme, avec du recul. Ce que je trouvais assez beau, c'est qu'il y avait des Turcs, il y avait des Ricains, il y avait des blonds yeux bleus, il y avait un Belge, et à la fin on était tous potes, quoi. Enfin, je veux dire,
Et en fait, je m'entendais assez bien avec un gars qui s'appelait Donald, qui était ricain, qui faisait du break. Bon voilà, en fait, pendant la pause, on passait notre temps en Adidas à essayer de faire des ciseaux dans les couloirs de l'école. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été en contact avec... je dirais, c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui a commencé à vibrer chez moi par rapport à ça. C'était à ce moment-là, c'était à 10 ans. Bon, par contre, le retour à Bruxelles après... Donc là, t'as passé 1 an dans cette école ou J'ai passé 1 an dans cette école. J'ai passé 1 année à Heidelberg. Enfin, quand t'as 10, 11 ans, c'est long, 1 année. Ouais, c'est un dixième de ta vie. Voilà, donc c'était long. Ensuite, on est revenu en Belgique. Je suis revenu à Jezus Overijse. C'était un peu moins funny, quoi. C'était un peu moins hip-hop, quoi. Et du coup, à cette époque-là, t'avais encore accès à cette culture? Non, à ce moment-là, j'ai plutôt rencontré mon prof de latin, en fait. D'accord. Voilà, pour y mettre un peu d'humour. Je suis retourné dans un petit collège. Bon, voilà, c'était... Je suis arrivé en basket avec des fatlaces. Bon, on m'a dit, demain, tu mets des chaussures normales et c'est en rang par 2, quoi. Okay. Donc, si tu veux, le retour en Belgique ça a été difficile, vraiment. Qui t'a inspiré ici à suivre le chemin que t'as suivi? Il y en a plusieurs. Je dois avouer que Sozy était quand même assez puissant, quoi, comme gars. Et à cette époque-là, donc on est quoi? On est deuxième moitié des années 80 à ce moment-là? Là, on est en 89, c'est quand je suis rentré à Saint-Luc, en fait. D'accord. Et en 89, il y avait déjà une vraie... Ça commençait, ouais. Ça commençait? Ça commençait, je dirais, en ce qui me concerne, ça commençait bien. Ça avait déjà commencé, bien avant. Il y a eu Shake, Rapid, LSK, du groupe Like Some Kings, des Fidji, Code, Kino. Un des premiers graves que j'ai vu sur les métros, c'est Kino. Les premiers graves que j'ai vus, c'est à l'Esplanade. Donc moi, en ce qui me concerne, ça a commencé assez timidement en 88, 89. Et à partir de là, comment ça s'enchaîne? Comment les premiers murs se peignent quand? Avec qui? Les premiers murs que j'ai peints, c'est avec Choc. Moi, je l'ai connu avant 88, 89, même avant le mouvement. Enfin, je l'ai connu, il faisait du BMX, quoi. Voilà. Donc, on a 14-15 ans, on sait pas encore très bien si on aime faire du vélo ou si on aime draguer les filles. Donc, on était un peu entre les deux. À un moment donné, il s'est ramené avec des disques vinyles de Public Enemy. On a commencé à s'intéresser à cette culture. On a vu quelques reportages sur les premiers taggers à Bruxelles. Et le grand boom, ça a été le reportage de NTM à Paris sur Canal en 89. Mais bon, bien... Avant ça, je me suis retrouvé sur les rails de train avec lui. Parce que il aimait beaucoup transpercer les règles et il avait un sacré feeling quand il captait un endroit. Et en fait, j'ai aucune honte à dire que moi j'étais plutôt un trouillard à ce niveau-là. Et il m'a appris à arriver dans un endroit, surveiller, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? On revient le lendemain. Et donc voilà, mes premières nuits blanches avec lui, c'était sur la gare de la Chapelle. Il n'y avait pas un graffiti, quoi. Je veux dire, c'était propre. Enfin bon, oui, il y en avait 2-3. Mais c'est pas la gare de la Chapelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est complètement défoncée de haut en bas, y compris dans la rue. Et voilà, quoi. Donc, moi, quand je vois cette gare de la Chapelle aujourd'hui, c'est un autre univers. Il y a des années de ma vie où j'en retrouvais chaque semaine sur les voies de métro. Même si je peignais pas. Je veux dire, si je peignais pas, je surveillais. Et puis la semaine suivante, c'est moi qui peignais, c'est l'autre qui surveillait. Voilà, il y a des périodes entre mes 17 et 20, 21. Ouais, j'étais chaque nuit dehors
en train de soit de taguer, soit de préparer un latex pour la semaine suivante, pour demain, et puis voilà quoi. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que tu cherchais quand tu faisais ça? Ce que je recherchais, je pense que c'était au-delà de nous, quoi. Je veux dire, t'as quand même un sentiment... Enfin, moi, personnellement, ça me donnait un sentiment de liberté énorme. Bon, en même temps, t'es dans le danger, tu trouilles parce que, bon, tu sais que t'as une patrouille de police qui peut débarquer avec des chiens et te mettre une maglaille dans la figure, et là, il faut courir. Donc, mais sinon, il y a des moments... Enfin, par moment, les nuits que j'ai vécues sur les rails, enfin, sur les voies de chemin de fer en train de peindre, donc c'est-à-dire faire des peintures de 2 mètres sur 10, je dirais le monde t'appartient, quoi. Cette nuit-là, le monde t'appartient, le monde il est à toi. Bon, et ensuite tu te réveilles à 6h du matin, tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as des cernes, tu vois les gens, ils vont dans le métro. Si c'est dimanche le week-end, ils vont voir mamie en famille, ou alors si c'est pendant la semaine, ils vont bosser et ils ont même pas une seconde l'idée de ce que tu viens de faire, quoi. Ça c'est les moments que j'adorais, quoi. Une virée tag, c'est loin d'être un plan d'architecte, quoi. Tu vois, tu commences ta soirée, tu sais pas où ni comment tu vas la terminer. Donc c'est freestyle, c'est pas préparé? Parce que tu parlais tantôt avec Choc, on va voir, on regarde, on revient le lendemain. Ça sous-entend qu'il y a une certaine préparation. Mais... Ça dépend. C'est quand on voulait aller faire une fresque, donc un graphe, le long des voies de chemin de fer. Si on connaissait l'endroit, on y allait. Si on connaissait pas l'endroit, on allait en repérage un peu, voir ce qui se passe. Maintenant, ce qui s'est passé de temps en temps, c'est quand tu croises... Quand on est à 2 dans le métro et qu'on croise un gars qui a un tagger et qui a 2 bonbonnes, il y a de fortes chances que la soirée soit improvisée, tu vois. Donc c'est-à-dire c'est un peu comme le rap. T'as des mecs qui partent en texte, qui sont en studio, puis t'as des mecs qui sont plutôt en freestyle. Nous on aimait bien les deux, quoi, tu vois. Tu peignais régulièrement avec les mêmes personnes? Ou t'étais plutôt un mec solitaire qui allait... en fonction des opportunités avec l'un ou avec l'autre? Je peignais plutôt régulièrement avec les mêmes personnes. Je viens de le réaliser avec ta question, c'est vrai que je peignais plutôt avec les mêmes personnes, en fait. Okay. J'ai commencé avec Choc, avec Rage, donc c'est aussi un des gars qui m'a un peu tapé, qui m'a tapé dans l'œil, parce qu'en fait il habitait, sa petite amie habitait pas très loin de chez moi, et donc quand il rentrait de chez elle, il mettait un tag dans le métro. On a vu ses premiers lettrages dans le tunnel du shopping pendant qu'on faisait du BMX et du vélo. Donc toi, t'as grandi, si j'entends un peu les lieux que tu me cites, t'as grandi un peu Etterbeek, Woluwe, par là? Etterbeek, Woluwe, ouais. Et donc il y avait un spot où on pouvait faire du skate à Woluwe. Là, il y avait un tunnel. Ouais, donc ça c'est à Rodbeek, voilà. Juste devant le shopping. Exactement. Les premiers tags que j'ai vus, c'était même pas des tags de taggers, c'était des tags de skateurs. Ensuite, j'ai commencé à voir des tags de Rage, et c'est là où Choc a commencé. Bon, il a pas tout de suite commencé avec Choc, mais c'est là où on a commencé à être pris au ventre, et on se dit tiens, ouais, on aimerait bien faire ça, quoi. Ouais. Donc là, ça devient un trio. Ça a pas tout de suite été Arme, un trio. Rage, Choc. Ça a été un trio dans les années début 90-91. Choc et moi, on a commencé dans RAB. En 89-90, il y avait énormément de personnes dans ce groupe. C'était trop disparate. Il y avait beaucoup de guerres de caractère, et ça a claqué dans tous les sens. Donc il y a eu des séparations comme dans les trop grands groupes avec... RAB, c'était presque le mouvement hip-hop, quoi, à l'époque, si tu veux, quoi. Donc à un moment donné, il y a des sélections qui se sont faites. Donc nous on est sortis du groupe, c'était pas une très bonne idée en fait. On ne sort pas de RAB, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était tendu en fait. Moi entre moi et eux c'était tendu, parce qu'en fait ils se sont dit bon ok tu peux rentrer dans le groupe, et puis à un moment donné ça fonctionnait pas au niveau des tempéraments, donc on est sortis, puis en même temps on était avec Rage, c'était pas du tout la même école, c'était pas du tout les mêmes quartiers, c'était pas du tout la
la même philosophie. Ceci n'empêche que ça a apporté une chose très intéressante. C'est le côté que je trouve qu'à l'époque, RAB, ils étaient faits pour ça, quoi. Tu vois, t'as des mecs qui sont faits pour ça, ils sont faits pour graffer, ils sont faits pour rapper, ils sont faits... je dois dire qu'ils m'ont fait bosser, quoi. Tu vois, à un moment donné, quand t'as du contest, Ouais, c'est ça, ils ont mis la barre haut et t'as eu envie d'aller voilà, mettre... ils ont mis la barre haut. Il y a pas mal de gars avec qui ça a été tendu, même pendant des années, mais ils ont mis la barre haut, et le fait qu'ils aient mis la barre haut, ça prolifère d'autres choses, malgré eux, en fait. Voilà. Je le dis un peu plus sagement comme ça aujourd'hui, je l'aurais pas dit comme ça il y a 20 ans, quoi. Tu vois, mais je vois ça avec beaucoup de recul. Ce que je trouve chouette, avec le temps qui passe, enfin avec les années, j'ai rencontré un mec qui était vraiment un solide cartonneur et assez imposant, donc Morose, et il m'a avoué que de temps en temps ils étaient en crew, en train, ils voyaient des graphes à nous et ils descendaient pour aller voir de près. Tu vois, moi je trouve ça touchant, quoi. Je me dis ouais, ok, donc ça va, tu vois, il y a une espèce à un moment donné de synergie qui se fait, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a c'est-à-dire que nous on faisait aussi des graphes, on n'avait pas conscience de la portée qu'ils avaient, en fait. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand t'as une personne qui vient chez toi et qui te dit ah, c'est toi, Arm, t'as un petit coup de fierté, quoi. Tu te dis bon, ça va, Écoute, on a bossé, quoi. Dans un sens, c'est mon histoire et c'est ce qui m'amène ici, quoi. Moi, je t'ai découvert avec... Je t'ai découvert avec des visages peints sur des boîtes électriques. Donc des boîtes électriques, ouais, ça date, plutôt des grands modèles de boîtes électriques, quoi, je crois, 1 mètre sur 1,50 m, comme ça, non? Un peu plus ou moins ça. Ouais, j'aime beaucoup cette période. Des visages faits avec des traits. C'est assez stylisé, c'est... Je crois que je peux retracer le truc, en fait. Les personnages en un trait sur les boîtes Electrabel, c'était des virées que je faisais seul. J'adorais faire ces virées. Je me mettais en plein centre-ville, je me mettais en pleine place Louise. Je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là, mais et en fait, c'est une façon de taguer et en même temps en faisant un croquis et de dessiner en même temps. Et donc c'est-à-dire que par rapport à ces visages, on m'a assimilé à mon tag, à mon nom. Et si tu veux, au bout d'un moment où j'ai pas besoin de signer. Les visages, ils étaient signés? Non, ils étaient pas tous signés. Okay. S'il y avait beaucoup de place, oui, à un moment donné, tu te répands, quoi. Voilà, de la place. Mais si j'étais sur une petite boîte, je faisais un œil, un trait de nez, et voilà, je mettais juste un ME qui est le signe du groupe, qui signifie Midnight Express, ou un virtuose qui est un VY qui signifiait virtuose, donc c'était les groupes à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé cette période parce que je marchais seul la nuit et j'attendais à un moment donné. Donc tu vois, t'es à Porte de Namur, il y a quand même du move, quoi. Tu te dis bon, je la fais pas, donc t'as un feu rouge, ça signifie voiture, ça signifie rond-point, ça signifie quand même que t'as une camionnette qui peut arriver, ce qui est arrivé en plus, et c'était tellement flag qu'ils sont passés à côté, quoi. Et j'aimais assez bien parce que si tu veux, le tag te prend, j'ai jamais compté, mais enfin ça va assez vite. Mais tu fais une boîte comme ça, à un moment donné, ça te prend quand même 30 secondes, 1 minute si t'as envie de peaufiner un peu, tu vois, mais... Ouais, mais tu faisais quand même un visage en 1 minute. Pendant 30 secondes, tu fais un truc, c'est par rapport à un tag, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, surtout si t'es en plein milieu, de l'avenue Louise ou Porte de Namur. En fait, j'habitais pas très loin avec Choc à ce moment-là, donc je traînais beaucoup là-bas. Oui, donc j'ai beaucoup aimé cette période, et quand le fait d'être seul aussi, de marcher seul, ça évite le contrôle de flic. Ça évite le contrôle de police. Parce que tout de suite, 2-3... 2-3 c'est suspect, 2-3 c'est suspect, ouais, c'est ça, exactement. Donc je faisais le gars qui rentrait chez lui. Ça a plutôt bien passé, et ça m'a permis d'en placer quand même pas mal, quoi. Tu sais combien il y en a? J'ai jamais compté. Et il en reste? Oui, il en reste, oui. Il en reste, ça veut... Et il en reste...
je vous parle d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Enfin bon, je rigole. Les derniers que t'as fait, c'était il y a 20 ans? Non, là, je serais menteur en disant ça, c'était il y a 15 ans. Ok. C'était il y a 15 ans, le dernier c'était il y a 15 ans. C'était au début des années 2000 jusqu'en 2004-2005. Voilà. C'était ce visage que tu peignais, c'est le visage de quelqu'un? Ou certains visages représentent certaines personnes? Pas forcément, j'ai pas le temps de réfléchir pendant 30 secondes à qui je vais faire, quoi. Tu Ok. vois. La légende que je me suis construite était que certains des visages que tu peignais étaient un hommage à un pote à toi décédé et serait son visage, quoi. Et ici, je parle de Hutch. Non, ça a pas été jusque-là. Ok. Ça a pas été jusque-là, mais effectivement, on parle exactement, on parle de la même période. C'est le moment où j'ai commencé à faire ces visages sur les boîtes, bah, je cartonnais, enfin, je bougeais beaucoup avec Hutch. C'était une des plus belles époques de ma vie. Ok. Et du coup, c'est à son décès que tu as recommencé à faire des visages? Oui, il y a eu cette époque où j'ai commencé, où on était très actif avec Choc. Ça bougeait beaucoup. Et lors de son décès, je suis passé de la plus belle période de ma vie à la franchement plus horrible, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Voilà. On parle du décès du décès de Hutch, ouais. Ok. Donc oui, là j'ai fait quelques hôpitaux, j'ai fait quelques nuits blanches, j'ai fait quelques bagarres, enfin bon voilà, j'ai fait tout ce que j'avais pas fait avant en fait. C'est le choc de perdre un ami proche. Il y a eu une accumulation, il y a eu trop de choses en même temps. En fait, il y a eu lui, mais il y a eu des événements de vie personnels qui ont fait que voilà, j'ai eu une bonne décompensation, merci, au revoir, quoi. Donc voilà, je pourrais même pas expliquer moi-même ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a une psychiatre qui me dit est-ce que vous vous rendez compte que vous en êtes sorti aussi? Il m'a dit j'ai jamais vu ça. Donc voilà, ça c'est pour me jeter aussi un peu des fleurs, pour me dire pour expliquer aussi à quel point c'était quelque chose de violent, quoi. Exactement, bien dit. C'était très violent en fait. On pronostiquait plus à cette époque-là. On se disait bon, le gars, c'est end of the game, quoi. Merci, au revoir. Pas tout de suite, mais après un an, j'ai commencé à perdre des potes et enfin tu vois, quand tu commences à parler tout seul de tes délires, les gens ils en ont un peu marre, quoi. Tu vois. Donc j'ai vécu quelques années à ce moment-là qui ont été fort peu sympathiques. Et j'ai recommencé à faire des boîtes, mais d'une façon beaucoup plus kamikaze en fait. Ok, parce que t'avais envie de te faire gauler inconsciemment. On est inconsciemment, je peux dire on en est presque là, ouais. Mais ce qui est arrivé, hein, d'ailleurs, c'est arrivé. En plus c'est arrivé, quoi. Ouais, c'est vraiment très pertinent comme remarque et c'est bien vu. Je pense que là t'as touché un point. Oui, il y avait un côté vraiment fuck life. J'étais super heureux avant et maintenant je me retrouve comme une merde. Vraiment, j'ai eu un accident en Tagan, je me suis retrouvé à l'hôpital, ils ont failli me couper la jambe, enfin tu vois, genre, enfin c'était pas Et tout ça, donc le décès de ton pote, l'accident, tout ça, ça s'enchaîne. En quelques mois, tout s'est enchaîné, quoi. On va dire, à un moment donné, ça a commencé par un médecin, par le diagnostic d'un médecin qui était pas très cool. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais ça m'a foutu un petit coup dans la figure, tu vois. Donc il m'a pas dit que j'allais attraper un rhume, mais un truc un peu plus grave, voilà. Dire ça à un mec de 30 ans, c'est un peu bof. Donc là, j'ai commencé un peu à partir en couille, je comprenais pas ce qui m'arrivait, les potes me parlaient plus trop, puis enfin bon, il y a eu le décès de Hutch. Après le décès de Hutch, j'ai eu un peu la veine, j'ai été tagué au centre-ville. En taguant au centre-ville, je me suis fait un accident, je suis arrivé à l'hôpital. Le médecin m'a dit attendez, enfin j'ai demandé est-ce que vous allez me couper la jambe, il m'a dit on sait pas. Donc là-dessus tu comprends que la copine
elle s'en va. Tu perds ton appart, que les mecs du boulot se disent ouais c'est un peu chaud, enfin de toute façon t'es plus en état. Donc par la suite ma vie est devenue vraiment assez triste en fait. Et donc oui effectivement il y a des nuits où je prenais une bonbonne et j'allais recommencer à faire ces petites boîtes. Mais là je calculais pas du tout quoi. C'était devant tout le monde, enfin je regardais plus rien quoi. Je veux dire c'était devant tout le monde. Après avoir pris ma dose quotidienne de médicaments et je pense que je devais avoir au moins 1 litre de vodka dans la figure, mais j'étais très en forme, tu vois. Ce qui est pas normal en fait. Et ouais, je me suis fait attraper parce que faire ça à la gare centrale à 2h de l'après-midi, c'est pas très intelligent. Ouais, On peut pas dire que ce soit une preuve d'intelligence. Bon, c'est voilà, c'est comme ça. Je les ai. Bon, à partir de ce moment-là, ce genre de bêtises m'est arrivé 2-3 fois à cette époque-là. Voilà, j'insiste que c'est lié à une époque, à un état d'esprit où on est plutôt quoi qu'il arrive, je m'en fous. De toute façon, j'ai envie de mourir. Voilà, c'était ça l'état d'esprit. Donc, si tu veux, je me faisais attraper, je m'en foutais, quoi. Et bon, malgré tout, je sais pas, j'ai envie de dire la vie est forte. Quelques années plus tard, je me suis remis de ça et j'ai envie de dire que j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Tu vois ? Tu peins toujours aujourd'hui ? J'ai peint un illégal dernièrement et j'en ai fait 2. J'ai fait 2 illégaux dernièrement. Ça m'a fait ça m'a rappelé des souvenirs, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'étais avec Roule. Donc Roule qui est un un des plus grands cartonneurs avec Bise sur Bruxelles. C'est une légende des années 90. Et donc on s'est retrouvés sur les voies de train il y a quelques mois. Dans un endroit que je connaissais parce que l'endroit a changé. Et à un moment donné, on entend du rap à fond, quoi. On se dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et en fait, on marche. C'était des ouvriers qui étaient en train de bosser. Je veux dire, ils étaient juste à 10 mètres, quoi, tu vois. À 10 mètres de nous, on était séparés par une toque, par une espèce de mur de toque en métal. Enfin, vous voyez, tu vois, les murs anti-bruit, voilà. Donc, ils nous ont pas vus. Et on se regarde, en même temps on se dit mais merde, mais quelle poisse. Parce qu'on avait mis tellement longtemps à se mettre d'accord, parce que comme je disais, je commence à devenir vieux et moi les conneries je dois les préparer aujourd'hui physiquement. Et on se dit, il a vu que ça m'a fait chier, que j'avais envie de partir, il a dit ouais viens on y va. Et en fait, pour pas faire de bruit, donc eux nous voyaient pas, mais ils pouvaient nous entendre très bien. En fait, on a marché en fonction du beat. Quand ça faisait boum, on posait les pieds en fait. Donc on les a dépassés. Et écoute, cette histoire, elle m'a fait rigoler, quoi, parce que ça m'a renvoyé à plein d'autres histoires où on a dû courir, en même temps, c'est pas la nuit, il y a personne. Parfois, il se passe plein de choses. Parfois, tu arrives à un endroit, mais tu sais pas peindre. Il y a trop de monde, en fait. Tu vois. Une fois, c'est le voisin qui allume sa lumière, qui va toujours sur la terrasse et s'engueuler avec sa femme, donc tu dois fermer ta gueule. Et puis après, t'as les ouvriers qui arrivent. Puis quand les ouvriers s'en vont, tu vois, il y a des moments où c'est la poisse. Et donc, si tu veux, ça m'a rappelé ces moments-là. Et finalement, ce graphe, on l'a rentré. On a perdu du temps parce qu'on a dû changer d'endroit, parce que si on le faisait à cet endroit-là, ils nous auraient entendu, ils auraient pu appeler, enfin voilà, et donc on a dû aller plus loin. Donc on a perdu 2 heures et finalement j'ai terminé, j'ai fait une dédicace, j'ai fait un lettrage Roule, assez old school de l'époque. Et voilà, ça m'a ramené à ces moments d'adolescence où on était encore frais. Et voilà, cette nuit-là, je me suis senti frais, quoi, tu vois. Et on est parti, on est sorti des voies de chemin de fer. Il faisait clair, c'était les premiers bus, quoi, tu vois. La porte de métro s'ouvrait. Donc voilà, tu vois que ça m'a renvoyé quand même. Ça m'a renvoyé au premier moment. Avec choc
sur les voies, quoi. En plus, c'était quasiment les mêmes endroits. C'est là où il habitait quand on a commencé, enfin Choc. Et donc, c'est donc les voies de train où on cartonnait à cette époque-là. Tu nous as justement parlé de Choc, de tes débuts avec lui. Tu nous as parlé de ta collaboration avec Hutch et de la douleur que tu as eue quand il est parti. Et là, il y a quelques mois, on a aussi perdu Choc. Ouais. Est-ce que du coup, toi, tu as eu peur de revivre ce que tu avais vécu à la disparition de Hutch, ou est-ce que ça t'a fait un... Comment t'as vécu cette période-là? Je l'ai vécu totalement différemment, en fait. Je l'ai vécu totalement différemment. Mais c'est assez bien vu, parce que je me dis, bon, ben, je suis le troisième, je suis tout seul, c'est un peu spécial, en fait. Par rapport à cette période où on était à 3. Ok, t'es le survivant. Ouais, ça fait un peu bizarre, quoi. Tu dis t'es survivant, mais en même temps t'es tout seul, quoi. Donc t'es un peu dead aussi, quoi. Tu vois. Ouais, mais il y a d'autres... Voilà, quoi. Il y a d'autres mecs qui tapent et qui sont toujours là. Voilà, ouais. Mais je veux dire... Ça, là, c'était vraiment les trois mousquetaires, c'était... Ouais, on a vécu... J'ai commencé avec Choc. Je lui ai présenté Hutch, que en fait, j'ai connu à mes 12-13 ans, que j'ai revu à mes 17 ans. C'est un gars qui malgré qu'il n'en avait pas l'apparence, a eu une vie assez difficile. Il s'est retrouvé à la rue à 15 ans. Bon, voilà. Mais c'est un gars qui a super bien géré, quoi. Bon, le truc qu'il a pas géré, c'est qu'il faisait un peu trop la fête et trop de nuits blanches, donc à un moment donné, ça fait claque, quoi, tu vois, c'est ce qui lui est arrivé. Soit. Donc, pour répondre à ta question, comment ça s'est passé, la disparition de Choc, c'était assez... Je l'ai vécu d'une façon totalement différente, en fait. Parce que la période où j'ai commencé à aller mal, c'est-à-dire à mes 30 ans, lui et moi, on s'entendait plus. Donc si tu veux, c'était un peu beaucoup les frères ennemis. Donc pendant 15 ans, il a vécu de son côté, j'ai vécu de mon côté. On avait des situations qui étaient très... Quand on se croisait, c'était compliqué, quoi. Enfin, c'était vraiment... c'était assez... On n'arrivait plus à se parler, en fait. Donc ça a duré 15 ans, et donc... quelques mois avant je dirais sa disparition, son décès, j'ai eu un accident assez solide. Donc c'est le troisième, c'est lié au premier que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc une fois que tu as un accident solide, faut faire attention, mais je suis d'un tempérament plutôt nerveux, donc faire attention, parfois j'y arrive pas. Donc j'ai eu un accident et je me suis retrouvé à l'hôpital militaire pour faire un peu mon Calimero. À ce moment-là, j'étais assez seul, voilà. Et il est venu me voir. Donc vous étiez en froid jusqu'à ce moment-là? Voilà, on était en froid jusqu'à ce moment-là. On n'était pas en guerre, mais c'était pas très clair, quoi. Tu vois, tu vois ton frangin, tu vois ton ami d'enfance, en même temps il te connaît comme s'il t'avait fait, t'as vécu le pire et le meilleur, et t'es en froid avec lui, c'est un peu bizarre, quoi. Tu vois, c'est pas très confortable. Et donc il est venu me voir, on a passé une après-midi ensemble, on a parlé de tout le monde, tout en étant respectueux, et j'insiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a moyen de bitcher, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Ouais. Je dis, ouais, comment ça se passe? Et tu vois qui? Et vraiment, on avait un niveau de discussion qui était assez bien. Il est parti et ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a dit, ouais, Phil, écoute, si tu veux, quand tu sors, on ira faire un graphe dans un endroit cool. Parce que bon, vu mon accident et tout. Et donc, il m'a proposé qu'on repeigne ensemble. Je veux dire, c'était assez énorme. Lui, en même temps, il était en train de régler pas mal de trucs dans sa vie. Et je suspecte qu'il soit passé chez un médecin qui lui ait dit, bon, fais quand même gaffe. Tu vois, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, moi, lorsque je suis sorti de l'hôpital de revalidation, étant donné qu'on avait réglé un truc, j'ai commencé à poster des photos de lui et moi-même avant son décès, tu vois, sur des photos. Et je me suis dit, c'est bon, on a réglé un truc, ça va aller, on va se revoir. Et j'étais en paix par rapport à ça. Ensuite, j'ai appris d'une façon
j'ai appris par une personne qui travaillait aux soins intensifs qu'il était aux soins intensifs, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était quelqu'un qui travaillait dans le bloc qui m'a croisé un soir et m'a dit écoute, il est aux soins intensifs. Je suis venu le lendemain, j'ai croisé sa mère dans les couloirs, bon je vais vite, je vais pas faire dans le détail, je croise sa mère dans les couloirs qui me dit bon Georges a disparu. Et là le staff infirmier des soins intensifs m'ont demandé si je voulais le voir une dernière fois. J'ai dit non, ça va. Donc je suis parti. Et puis quand je suis arrivé au bout du couloir, je me dis non, c'est déconné. Je suis revenu et en fait j'ai dit ouais, je veux le voir. En fait j'ai été le voir. Là je lui ai parlé. Voilà, c'était un bon voyage en train de préférence. Et voilà, je lui ai dit au revoir. Et puis en fait ce qui m'a permis d'aller à son enterrement tout à fait en paix. Tu vois, vraiment sans me dire mais qu'est-ce qu'on a raté. Et en même temps, voilà, sa disparition m'a fait réaliser que on se prend parfois beaucoup la tête avec des gens et que tu peux rater des choses dans ta vie avec des personnes. Voilà, je monte un peu, je vais peut-être un peu loin, tu vois, mais donc qu'est-ce que j'allais, donc tu vois, voilà, tu vois que je l'ai vécu de façon différente. Je pense que c'est peut-être un peu l'âge, les expériences aussi, donc plus calme, plus sage. Je dis pas que j'étais content, hein, je veux dire, j'ai quand même un peu pleuré et non, voilà, t'étais content d'avoir eu la chance de le revoir et de mettre les choses à plat. Ce qui est très étrange, c'est ce qui m'a assagi, c'est qu'il avait l'air vraiment bien. Je me dis, en fait, c'est bizarre, j'étais rassuré quand je l'ai vu. Je me dis, ok, c'est bon. Il a fait un taf monstrueux, le mec c'est un monument. Il a bien bossé et on s'est réconciliés. Et étrangement, j'étais plutôt en paix par rapport à ça en fait. Quand je t'ai rencontré, je pense qu'on était 2010, t'étais peintre de décors pour l'Opéra de la Monnaie. Ouais, pour la Monnaie. C'est correct ? C'est correct, ouais. Comment... Parce que là, on a passé pas mal de temps à parler de choses assez vandales. Ouais. Et on n'a pas du tout parlé de cette partie-là. Il y a une autre facette. Il y a un autre chemin que tu suivais la journée et qui t'a amené vers le monde plus traditionnel de l'art. Comment t'es arrivé à la Monnaie ? Comment je suis arrivé à la Monnaie ? Mais justement... Je suis arrivé à la Monnaie parce que je vais commencer par ce que tu viens de dire, le côté orthodoxe discipliné. Non seulement on faisait du graffiti, mais quand on faisait ma génération, quand on faisait notre graffiti, on rentrait à la maison, on dessinait. Et on a une génération qui râle beaucoup, c'était jamais assez bon. Le fait que ce soit jamais assez bon, t'as envie de t'améliorer. Donc on essaie de s'améliorer dans le dessin, sur papier, en peinture, enfin c'est mon cas en tout cas. J'étais entouré de mecs comme ça en général. Et donc ouais, on est multidisciplinaire. On vient d'une école qui est quand même assez solide, je trouve, sans prendre l'école au niveau de l'État, mais d'une école au niveau tradition mentale qui est assez solide. En fait, je réalise qu'on a beaucoup travaillé. J'ai eu le graffiti, j'ai eu la passion du dessin. J'en ai fait ma scolarité, donc si tu veux, moi je suis sorti quand même avec un diplôme d'une école artistique. Ouais, et donc et sur le côté, la nuit, il y a des profs qui étaient pas au courant. Je passais mes week-ends soit sur les voies, soit à peindre des volets, les volets d'un commerçant en journée pour me faire un peu de thunes, tu vois, pour payer mes peintures. Enfin voilà, je veux dire, il y avait du mouvement, quoi. Et oui, donc j'ai travaillé au Théâtre Royal de la Monnaie, dans l'atelier peinture, en allait venu pendant plus, on peut dire pendant 20 ans maintenant. En fait, je suis rentré d'une façon totalement esquivée, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai été rendre visite au chef d'atelier, j'avais un book que j'avais préparé, enfin j'avais une petite boîte avec plusieurs photos, et on s'est croisés dans les couloirs.
J'ai dit excusez-moi, je cherche l'atelier peinture. Puis, ah mais moi je suis le chef en fait. Et on s'est assis, on a discuté. Et je lui ai donné ces petites sacoches avec les photos. Il m'a dit non, je te le rends. Je fais non, vas-y, je te le donne. À l'époque, on parle de photocopie couleur, donc voilà. Et j'avais une petite carte avec mon numéro. Il m'a dit bon, bah écoute, je t'appelle. Et il m'a appelé 2 mois plus tard en fait. Donc déjà, si tu veux, déjà, quand je suis rentré comme ça, je me suis mis à dos le directeur des ateliers. Parce que t'avais pas suivi le bon chemin. Qui a pas eu son mot à dire. Donc à un moment donné, il m'a vu dans les ateliers. Et cette histoire a commencé comme ça. Et j'ai commencé immédiatement. J'ai pas commencé par peindre les latons blancs ou par passer le balai. J'ai commencé directement sur une toile, quoi. Et quand on parle de toile pour un décor d'un opéra, on parle d'un truc assez balèze. Tu parles d'un truc qui, enfin, quand on parle d'une toile, quand on parle d'une toile pour un opéra, on parle d'une toile qui est entre celle que je faisais à l'époque faisait 5 mètres sur 10, 15, voilà, à la louche, vous m'excuserez. Je suis peintre, je suis pas menuisier. Et mais bon, j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres toiles qui faisaient où on travaille aussi à plusieurs. C'est important de le dire, j'ai jamais travaillé tout seul. Bon, par contre, de nouveau, c'est pas n'importe qui va s'improviser pour bosser là-dessus. Il faut quand même avoir des compétences techniques et une vision. Voilà. C'est ce qu'il a aimé chez moi. Il a aimé le fait que j'avais une vision. Et donc, j'ai travaillé aussi sur des toiles ouais, qui font facilement 10 mètres sur 20, quoi. Et bon, donc elles sont agrafées au sol, on marche dessus et on peint avec des pinceaux qui ressemblent un peu. C'est comme si tu passais le balai, sauf qu'au bout t'as un pinceau en fait. Voilà. Ouais, donc il y a une technique à apprendre, c'est pas du tout la même chose que. Moi, en 3 jours, j'avais compris le truc. Okay. Je veux dire, c'est tellement. C'est le fait d'aimer ce qu'on fait. À un moment donné, oui, bon, on a du mal, on a envie d'arriver à des résultats, mais à un moment donné quand t'as passé cette période où tu te fais du mal et tu réalises que t'as un niveau, on te demande des choses, ça devient une évidence en fait. C'est-à-dire que t'arrives à mélanger le côté peinture que t'as appris à l'école, mélange de couleurs sur papier en faisant référence à un peintre classique. Et on te demande d'illustrer un récit ou une recette de cuisine, enfin voilà, je veux dire, le prof te le demande et tu passes des nuits dessus en disant tiens, j'ai raté, je dois recommencer. Et en fait, sur le côté, le week-end, tu passes tes nuits avec des zigotos et des hurluberlus comme toi, enfin comme moi, et on se décharge de la semaine en faisant une fresque de 2 mètres sur 10 avec un personnage. Tu mixes les deux. Voilà, pour moi, il n'y avait plus aucun problème de faire des mélanges de couleurs sur une surface géante, quoi. Tu vois, c'est arrivé en 2-3 jours. Donc, en fait, le mec, il a flashé, il a dit, putain, le gars, il sait peindre. Et là, tu... Ça fait du bien, ça fait du bien de s'envoyer des fleurs de temps en temps. Ça. Ouais, non, bah ouais, franchement, sois fier de ce que t'as fait seulement, tu vois. Je pense qu'il y a parfois on peut s'asseoir. Pourtant, c'est vraiment pas mon genre. Du coup, mon truc, c'est plutôt l'humilité. T'étais à la première et t'étais assis et tu voyais tes... Oui, il m'a donné un ticket à la générale. Il y avait le truc, ouais, t'es assez fier de toi, quoi. T'as 25... C'est une belle mise en valeur. T'as 25 ans, t'es fier de toi. Enfin, maintenant, avec le recul, je trouve ça assez mignon, quoi. Tu vois, je trouve ça assez mignon. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, quoi. Mais non, oui, j'ai fait des trucs à la monnaie. Et là, tu respectes une direction artistique qui t'est imposée, ou il y a un moment où tu peux amener ton style graphique, j'ai envie de dire, pour illustrer le propos? Non, tu peux pas amener ton style graphique. À l'exception que, ça j'allais le dire, j'ai dit que je n'avais jamais travaillé tout seul. C'est en fait faux. J'ai travaillé seul sur des trucs. Quand on m'a demandé de faire des graphes.
Donc de temps en temps, ils avaient un mur à l'arrière-scène et il fallait un graphe. Parce que, voilà, vu c'est un opéra un peu plus contemporain, donc c'est un opéra classique qui se passe dans une rue d'aujourd'hui à notre époque. Ok, Donc ok, il y a un squat ou une entrée de métro. Et en fait, à un moment donné, donc ils ont aussi leur petit moment de freestyle. Si le décor sur lequel on travaille, oui, parce qu'en plus j'ai travaillé sur le décor en tant que technicien. Et en tant que technicien, il y a des personnes qui ont appris que j'étais un graffeur. Et je pense que tout metteur en scène a ses humeurs, ses envies et ses caprices. Il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des tags et des pochoirs aussi sur la bouche de métro? Donc voilà, je me suis attelé là-dessus pendant une semaine. J'ai mis et en fait j'ai mis des tags de gars que je connaissais de mon époque en les patinant. T'as tapé les noms des potes. J'ai tapé les noms des potes. J'ai même tapé pas seulement les noms des potes. Moi j'ai envie d'être juste dans ce que je fais, tu vois. J'ai mis les noms des potes et les noms de mes contemporains aussi, quoi. Tu vois, donc bon, tu sais pas mettre tout le monde en même temps hein, sur une bouche de métro, mais tu mets ceux que tu voyais le plus souvent. Et donc tu fais ça, il y a des tags que tu passes au papier ponce pour qu'ils aient l'air vieillis, il y a des trucs que tu fais nouveaux, et en fait ça te met la couche du temps, quoi. Ça te met que l'endroit il est. Donc le metteur en scène, il a plutôt bien aimé, il m'a dit ouais bah j'en voudrais un autre sur le volet en fait. Donc j'en ai refait un autre sur le volet qui était lié avec l'histoire du spectacle. Donc dans le spectacle, là ils sont déguisés en poissons. Enfin, j'ai pris aucune drogue. On parle d'opéra, donc les mecs vont dans tous les sens. Donc voilà, j'espère que les auditeurs vont comprendre. À un moment donné, la diva et quelques des personnes autour d'elle sont déguisées en poissons. Il m'a demandé de faire une tête de poisson sur le volet. Donc tu vois, à un moment donné, tu peux intervenir, mais à l'opéra, tu ne décides pas de tout ce que tu vas faire. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour Phil ou c'est quoi la suite pour Arm? Ou je sais pas si vous allez continuer ensemble ou si vous allez vous séparer. Ben, en fait, on a toujours été ensemble, hein, voilà. Donc y a... Mais ouais. C'est quoi la suite? Ouais, c'est une question qui me donne assez le vertige, en fait. Donc, pour l'avenir, bah écoute, je me suis mis un challenge. J'ai eu mon 3e accident. J'étais plus censé marcher, j'habite au 3e étage, j'ai refait mes meubles moi-même, donc j'avais envie de faire un peu autre chose, enfin un peu beaucoup même, ces derniers mois. Et là j'ai recommencé à dessiner. Ok. J'ai recommencé à dessiner encore, enfin quelques petites histoires personnelles à régler, mais ça je pense que les auditeurs s'en foutent, mais j'ai envie de commencer le dessin dans un état d'esprit... assez serein. Ça veut dire qu'il y a une période pendant laquelle t'as plus dessiné? J'ai plus l'occasion de dessiner. Je pense que aujourd'hui on vit dans une société qui est quand même assez difficile pour certains. Voilà, j'ai fait partie de ces personnes-là et j'avais un état d'esprit assez intense et assez stressé tout le temps. Et moi, pour dessiner, contrairement à certains, j'ai besoin d'être bien. Donc si on voit apparaître des nouveaux dessins de toi, on saura que tu vas bien. À condition qu'on me laisse tranquille, ouais, il y a des dessins qui vont sortir et j'étais justement avant que tu m'aies proposé cette interview, j'ai repris un carnet dans lequel j'avais commencé un dessin à l'hôpital quand j'ai eu mon accident et il est bientôt terminé, donc il va bientôt sortir. Yes. En espérant que ce soit le premier d'une série. Bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, je vais te laisser dessiner du coup. Phil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un tout grand merci à toi. Je me rends bien compte qu'on a fait que gratter la surface de toute l'épopée à laquelle t'as participé. Et en tout cas, moi, ça m'a passionné, ça m'a fait plaisir de t'entendre, ça m'a fait surtout plaisir de te revoir. Également, moi également. Et bah, je te souhaite la meilleure continuation possible. Bah, à toi aussi. Yes. Ciao, mec. Ciao, ciao.